other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Windows found some shredded. Bon, bien, bonjour et merci d'assister à cette conférence sur l'heure de l'apéritif, hein, ce qui est quand même pas, ce qui demande quand même un sacrifice certain que je mesure à sa juste ampleur. Donc, on pourrait dire presque que les conférences sont inversées, c'est-à-dire que vous avez vu le menu juste avant avec Christophe, et voilà, et l'apéritif sera pour ma part. Voilà, donc, comme le disait Guillaume, voilà, moi je suis psychologue, psychanalyste, et en effet, mon approche va être différente, complémentaire peut-être, ou en tout cas faire un pas de côté. Et voilà, le titre de cette conférence est la suivante. Lovecraft avec Freud, l'effroi face au réel, de la névrose traumatique à la folie. Alors, je remercie aussi Bastien Bertine pour l'illustration ici de justement Lovecraft et Freud, qui est forcément une pure fiction, puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mais à travers cette illustration, ils se rencontrent et je trouve que voilà, ils posent plutôt bien tous les deux. Voilà, le psychanalyste viennois assis avec son cigare, voilà, qui fume, et Lovecraft lui indiquant des choses peut-être pour prendre quelques notes. En tout cas, ça pourrait former un préambule intéressant aux petits propos que je vais essayer de vous tenir aujourd'hui. Donc voilà, Lovecraft avec Freud. Donc ce début de titre affiche d'emblée qu'il n'est pas question ici de traiter de Freud sur Lovecraft, pour mener ce qu'on pourrait appeler une psychanalyse de l'auteur. Ce n'est pas l'objet. On ne va pas traiter non plus de Lovecraft après Freud, ce qui laisserait planer l'idée que la psychanalyse précéderait la littérature, là où nous pouvons justement plutôt prétendre l'inverse. Et rappeler justement une phrase de Freud qui est que l'artiste précède souvent le psychanalyste. Donc c'est ce que Freud mentionne dans un essai intitulé « Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen ». Donc voilà, déjà délire et rêve, c'est un thème qui nous plonge dans voilà, un sujet qui pourrait être très Lovecraftien déjà, et qui pourrait du coup aussi nous permettre d'aborder le sujet, mais voilà, ça nous fait faire déjà un pas trop loin. Donc Lovecraft avec Freud, pas Freud sur Lovecraft, ni Lovecraft sur Freud, puisque Lovecraft a déjà lui-même pu faire part de quelques avis épars sur le psychanalyste viennois, dont il évoquait notamment la théorie par narrateur interposé, en parlant de Freud et de sa théorie comme marquée d'un symbolisme puéril. Donc forcément que ça n'augure pas d'une rencontre très enthousiaste entre les deux auteurs d'emblée. Donc un symbolisme puéril qui caractériserait alors pour Lovecraft les travaux de Freud, notamment du fait de sa théorie de la sexualité, ce qu'on peut imaginer, comme fondatrice de la psychanalyse. Au vu de ce thème très étranger à Lovecraft dans ses récits, et de la place centrale de la sexualité que ce thème occupe pour Freud, nous aurions pu d'emblée intituler le propos plutôt « Lovecraft contre Freud ». Même si ce terme « contre » contient un sens équivoque, puisqu'on pourrait aussi l'entendre comme « Lovecraft tout contre Freud ». Bon, ça deviendrait peut-être un peu tendancieux, mais ça pourrait se tenter aussi. Alors nous allons davantage miser sur le fait que Lovecraft ne serait pas tout contre Freud. D'ailleurs, d'autres de ses textes, des correspondances notamment, laissent entendre un avis bien plus contrasté à l'égard de la jeune psychanalyse. Alors il y a un extrait d'un article de 1921 qui est intitulé « The Defense Reopens », qui laisse entrevoir une opinion moins tranchée que celle première de Lovecraft à l'égard de Freud, où Lovecraft écrit ceci. Donc il écrit qu'il est certain que les doctrines de Freud réduisent la noblesse autoproclamée de l'homme à un vide qui fait peine à voir. Nous devons bien admettre que les Freudiens ont dans la plupart des cas dépassé leurs prédécesseurs et que si, sur de nombreux points de détail, Freud pourrait bien se tromper, il a néanmoins ouvert de nouvelles pistes en psychologie, mettant au point un système dont les doctrines approchent de beaucoup plus près le fonctionnement de l'esprit que tout ce qui a été proposé auparavant. Et il ajoute ceci,
Nous n'avons peut-être guère envie d'accepter Freud, mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. Donc Lovecraft conçoit ainsi les élaborations freudiennes comme inévitables en soi. Et au-delà des éléments déclaratifs de l'auteur de Providence à l'égard du psychanalyste viennois, nous allons tenter de voir que bien des aspects esquissent un abord commun de l'être humain et du rapport de celui-ci au monde qui l'entoure. Il aurait comme un trait d'union qui permettrait de les rapprocher et donc d'écrire véritablement Lovecraft avec Freud et qui concernerait justement le thème qui est le nôtre aujourd'hui, celui de la Grande Guerre. Donc n'étant pas un spécialiste de Lovecraft, mais un simple lecteur, mon abord ne sera pas biographique, mais consistera à tenter d'illustrer ce qui forme entre ces deux auteurs, qui n'ont jamais donc correspondu, des lignes de convergence. Donc mon abord sera littéraire, au sens de la littérature comme œuvre et de la littérature comme recherche, telle qu'on l'entend lorsque nous parlons de littérature scientifique. Donc nous allons miser ainsi qu'au-delà des aspects biographiques propres à chacun des auteurs, les deux s'éclairent l'un l'autre dans leur recherche littéraire et leur recherche de savoir sur ce qui agite et tourmente et parfois effraie l'esprit humain. La Grande Guerre a été pour Freud l'occasion de travailler à partir de l'effroi, un domaine familier de Lovecraft, l'effroi formant même par certains égards le creuset essentiel de son œuvre. Là où Lovecraft aborde la folie qui découle de cet effroi, Freud plonge lui dans le psychisme des traumatisés de guerre pour aborder ce qu'il appellera, avec d'autres, la névrose traumatique. Chacun de ces abords va éclairer l'autre comme inventeur littéraire pour l'un, donc Lovecraft, et comme conquistador de l'inconscient, c'est ainsi qu'il se nomme un peu, pour l'autre, donc Freud, mais dans une découverte, on pourrait dire une invention de ces nouvelles contrées. Ces nouvelles contrées comme issues des tranchées psychiques d'où surgit un effroi inédit, inouï, indicible, peut-être, mais auquel Lovecraft comme Freud vont tenter de se confronter pour en éclairer les tourments et les sombres contours. Donc on va aborder tout d'abord un triptyque qu'on pourrait appeler l'effroi, la folie et la mort. C'est pour compléter l'apéritif. Donc l'effroi, la folie et la mort traversent la majorité des récits d'épouvante de Lovecraft. Elles sont même fréquemment présentes dès le début du texte, quittant le principe du suspense pour ramener le narrateur et à sa suite toute l'humanité à l'une ou l'autre de ses issues. L'effroi forme l'élément déclencheur, l'issue en est soit la folie, soit la mort, ou l'une et ensuite l'autre, pour ceux qui sont les plus gâtés. C'est le cas par exemple dès les premiers mots du monstre sur le seuil qui annonce d'emblée la fin terrifiante, où Lovecraft écrit « Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant j'espère montrer que je ne suis pas son meurtrier. » Ça plante le décor d'emblée. Et donc face à l'effroi du monde, seule la mort et la folie dessineraient des issues possibles. On peut dire que l'effroi, c'est aussi ce qui caractérise la guerre, et notamment ce qui fit irruption avec son cortège d'angoisses inédites lors du conflit mondial que l'on nommera la Grande Guerre. Une irruption que le psychanalyste Sigmund Freud saisit pour repenser la conception du psychisme humain et faire entrevoir l'effet de l'effroi sur l'état psychique des individus. Freud développe ainsi la notion de névrose de guerre et y perçoit qu'à l'effroi extérieur s'ajoute un nouvel ennemi bien plus imprévisible qui sera un ennemi intérieur. Sa description des effets de la Grande Guerre est sans appel. Et donc Freud évoque ceci au sujet de la Grande Guerre, comme si, après elle, il ne devait y avoir pour les hommes ni avenir, ni paix. Cette phrase qu'on pourrait juger assez Lovecraftienne ramène ici, finalement, l'idée de la mort et de la folie comme seule issue envisageable, pour Lovecraft comme pour Freud, l'un avec l'autre, plus proches, finalement, qu'on ne les pense d'emblée dans leurs préoccupations autour de l'effroi et de la folie, et qui s'évertue à lever le voile sur ce qu'on pourrait appeler un réel indicible. Un réel indicible dans lequel l'homme est réduit à une infime particule de la gigantesque machine de guerre, selon les mots de Freud, qui trouve un écho avec les forces inimaginables qui dépassent l'entendement humain, que ne cesse de décrire Lovecraft. Revenons un instant sur cet ennemi intérieur que Freud décrit et que Lovecraft dépeint aussi. Dans la nouvelle « Dans l'abîme du temps »,
Il est question de Nathaniel Winsgate Peasley, professeur d'économie politique à l'université Miskatonic, qui a un fils qui est psychologue, en l'occurrence. Voilà. Donc cet homme, jusque-là saint d'esprit, connaît une période d'amnésie grave entre le 14 mai 1908 et le 27 septembre 1913. Il est soudainement habité par une autre personnalité dotée de connaissances approfondies sur le passé et le futur de l'humanité. Et dans un premier temps, cette entité parasite tente de camoufler ses connaissances et son étrangeté. Et donc, dans ce récit, il est écrit la chose suivante. Le 27 septembre, le docteur Wilson constata que mon expression n'était pas celle de ma personnalité secondaire, mais de mon moi normal. Nous pouvons dire que cette manière de décrire s'avère relativement freudienne et comporte cette idée d'une personnalité autre et d'un moi normal qui s'en détacherait. Une personnalité autre qui provient d'une colonisation psychique par un être parasite qui devient une part étrangère au moi. Comme si la personnalité secondaire avait bien été celle d'un envahisseur arrivé de contrées inconnues, écrit Lovecraft pour décrire ce qui arrive au professeur Peasley. Dans son ouvrage sur les névroses de guerre, Freud y développe les caractéristiques de la névrose de guerre en pointant notamment deux aspects qu'il repère et nomme ainsi le conflit du moi, d'une part, et le double parasitique. Ce sont les mots de Freud, qui rejoignent étrangement finalement des mots assez Lovecraftiens. Il décrit ainsi que dans les névroses traumatiques et les névroses de guerre, le moi se défend contre un danger qui le menace de l'extérieur ou qui est incarné par lui par une formation du moi. Et il ajoute ceci, mieux, on pourrait dire que dans les névroses de guerre, ce que l'on redoute, à la différence de la névrose purement traumatique et en rapprochement avec la névrose de transfert, qui est la névrose classique, c'est tout de même un ennemi intérieur. Donc Freud insiste véritablement, finalement, sur cet ennemi qui est assez inattendu pour une névrose de guerre, où on pourrait s'attendre à ce que l'ennemi intime soit l'ennemi extérieur. Freud va ramener les choses d'une façon autre en proposant cette idée que l'ennemi est avant tout un ennemi intérieur. Donc Freud rejoint ainsi dans ses conceptions psychopathologiques ce que Lovecraft écrit de cet envahisseur arrivé de contrées inconnues. Cette entité qui envahit, selon l'auteur, la personnalité elle-même, là où le psychanalyste décrit cet ennemi intérieur qui envahit psychiquement le sujet. Qui plus est, dans un moment où l'ennemi est censé n'être qu'extérieur, dans le contexte d'une guerre livrée à l'autre, Freud, à partir de la clinique des névrosés de guerre, trouve que l'ennemi est devenu, contre toute attente, donc intérieur, un véritable double parasitique issu, dit Freud, des relations entre la terreur, l'angoisse et la libido narcissique, qui seront arrivés à ce résultat. Alors la terreur et l'angoisse, en effet, ce sont des thèmes qu'on pourrait retrouver chez Lovecraft, la libido légèrement moins, mais ça c'est la patte un peu freudienne. Sándor Ferenczi, qui est un disciple de Freud, qui est neurologue et psychanalyste hongrois, ajoute ses contributions à l'étude des névroses de guerre, dont il formule cette description. Autrement dit, en parlant de ces névroses de guerre, ces patients ne sont pas encore revenus de leur effroi. Même s'ils ne repensent plus du tout consciemment à ce qu'ils ont vécu et sont parfois gais et de bonne humeur, comme si leur esprit n'était nullement torturé par d'aussi horribles souvenirs. Donc, à l'instar des personnages Lovecraftiens, les soldats qui présentent ces névroses de guerre sont parvenus à un point de non-retour, un moment d'effroi intense dont ils ne seraient pas encore revenus, quand bien même sont-ils revenus vivants du front. La vie biologique se poursuit, mais la vie psychique montre qu'une part d'eux-mêmes est comme morte après cet effroi, engendrant une névrose caractérisée de façon spécifique, une aliénation littéralement, c'est-à-dire une façon de devenir autre à soi-même, c'est-à-dire des sujets qui deviennent aliénés et donc qui peuvent paraître comme fous. L'effroi, la folie et la mort trouvent dans les aspects psychopathologiques des soldats un mode d'expression symptomatique qui ne sera pas sans évoquer les symptômes des personnages de Lovecraft, étrangement. Freud mentionne ce qui a causé ce cataclysme psychique avec les mots suivants: l'effondrement, l'abattement total, l'obsession de la mort, dans certaines névroses de guerre, s'explique également par un effet particulier du traumatisme. Ces sujets prédisposés n'ont pu se maintenir jusqu'au traumatisme que par l'illusion narcissique de leur immortalité et de leur invulnérabilité. Cette croyance est brusquement entamée par les effets d'une explosion, d'une blessure ou d'un autre événement de cette sorte.
Ces symptômes de la névrose de guerre, qui ne sont pas sans rappeler les narrateurs de Lovecraft, qui sont souvent effondrés, en proie à une obsession morbide, renvoient, selon le psychanalyste, à des causes similaires. Donc l'effroi qui démolit l'illusion d'invulnérabilité face à un événement qui renvoie le sujet à sa portion infime face à des entités le dépassant sans commune mesure. Donc on peut dire que l'effroi est ainsi le moment de l'effraction, une effraction traumatique qui plonge l'individu dans des affres sans précédent, rompant avec l'illusion qui le tenait parmi les êtres humains voués à la vie, pour le voir échouer sur les rives d'un être voué, cette fois-ci, à la mort. Une mort déjà là symboliquement, lorsqu'une entité cosmique ou une guerre effroyable ramène l'être humain à ce qui le dépasse et lui rappelle sa finitude sur le champ. C'est-à-dire par une révélation souvent brutale, imprévisible, et qui dépasse son entendement comme sa représentation. Donc ce qui dépasse sa représentation, que ce soit pour les personnages de Lovecraft face à une entité indescriptible ou pour un soldat face à une situation qui effracte ses défenses et laisse le sujet démuni face à un moment effroyable. C'est en cela qu'il ne peut rien en dire et que cet indicible devient comme ce qu'on pourrait appeler un éclat de réel fiché dans la chair. Un éclat engendrant des manifestations symptomatiques, des plus étonnantes et dépassant la science des corps pour devoir être éclairé par la science, cette fois-ci, de l'inconscient, ou par la manière dont Lovecraft dépeint, à force de style et d'adjectifs additionnés, ce qui ne peut se dire. Qui ne peut se dire parfois autrement que par la voie des rêves et des délires, qui sont des sujets fréquents chez Lovecraft comme chez Freud, des personnages de Lovecraft sombrant dans la folie, au délire dont Freud dira que ce sont des tentatives de guérison, et que l'on retrouve parmi les manifestations psychopathologiques des soldats de la Grande Guerre traumatisés au front. Donc en deuxième partie, je vous propose de parler des symptômes freudiens et des tremblements lovecraftiens qui se rejoignent assez étrangement aussi. Donc du côté justement de la psychopathologie esquissée par Freud et ses disciples d'une part, et des descriptions littéraires de Lovecraft d'autre part, il existe un parallèle intrigant. Ce parallèle se dessine lorsque l'on dresse un début d'inventaire des symptômes, dont ceux atteints d'un côté les personnages des récits de Lovecraft et de l'autre ceux décrits par Freud et ses disciples lorsqu'ils tentent d'étudier la symptomatologie des névrosés de guerre. Donc certains plus bruyants, d'autres plus discrets au niveau des symptômes, mais tous ayant trait à des conséquences d'avoir survécu à une expérience effroyable. Sándor Ferenczi, donc le neurologue et psychanalyste hongrois disciple de Freud, mentionne le caractère notamment particulier de ce qu'il appelle la névrose de tremblement. Il décrit ainsi les symptômes de ces soldats montrant des symptômes caractéristiques justement avec notamment ce qu'il nomme, là je cite, la propulsion dans la paralysie agitante, qui concerne des sujets qui ne sont pas encore remis des effets de leur terreur et qui continuent à fuir le danger qui les avait jadis menacés. Donc il ajoute que cela est particulièrement manifeste chez les sujets qui ont été renversés, emportés ou enterrés par une explosion et qui ont perdu ainsi pour longtemps leur confiance en eux. Les troubles caractéristiques de la marche sont des mesures défensives contre la répétition de l'angoisse, c'est-à-dire ce que Freud appelait des phobies. La tendance aux accès de rage et de colère est aussi une manière très primitive de réagir à une force supérieure. Donc une force supérieure, telle que le dit le neurologue et psychanalyste, c'est ainsi qu'il va nommer ce qui engendre ces tremblements névrotiques constatés chez les soldats en proie à un traumatisme issu de leur expérience de la guerre, avec ce qu'on peut appeler une peur qui ne les lâche plus au-delà du temps de l'événement. Donc on peut dire que ce tremblement est un élément récurrent aussi des personnages de Lovecraft, qui forme un élément symptomatique indiquant le résultat d'une terreur. Cela pourrait paraître somme toute assez banal de trembler de peur, mais ici le tremblement chez Lovecraft comme chez Freud ne se situe pas au moment de la confrontation avec l'objet de la peur, mais dans l'après-coup, signant ainsi une terreur persistante, un élément d'angoisse qui s'inscrit dans ces tremblements. Dans le récit qui s'intitule « De l'au-delà » de Lovecraft, l'ami du narrateur Crawford Tillinghast est décrit comme ça, de la façon suivante. Il a les mains qui se mettent à trembler de façon convulsive. Donc c'est un tremblement que décrit Lovecraft. Dans l'Abomination de Dunwich, le dénommé Luther est pris par un phénomène de tremblement à retardement. Et donc Lovecraft écrit
la chose suivante, les mots semblèrent lui faire défaut, pris par un phénomène, et il se mit à trembler, comme sous l'effet d'une même terreur qui l'avait ramené dardard à la ferme. Dans le cauchemar d'Innsmouth, Lovecraft écrit ceci, « Zadok devenait hystérique et je ne pus m'empêcher de frémir, en proie à un indéfinissable sentiment de danger. Il posa sur mon épaule une griffe noueuse et il me sembla que les tremblements qui l'agitaient n'étaient pas dus qu'à l'hilarité du vieillard. » Dans Le monstre sur le seuil, le narrateur décrit la chose suivante. « Le visage à côté de moi parut se tordre un instant, tandis que l'ensemble du corps était parcouru de mouvements convulsifs, comme si tous les os, les organes, les muscles, les nerfs et les glandes se reconfiguraient pour adopter une posture, une physiologie et une personnalité radicalement différentes, jusqu'à voir lui-même en réaction ses mains trembler et se relâcher sur le volant. » Donc en fait, Lovecraft décrit dans ses personnages toute une série de tremblements qui les attrapent souvent après la période d'effroi. Donc à l'instar d'Herbert West, dans Herbert West Réanimateur, où Lovecraft écrit que ces théories étaient fondées sur l'idée que la vie était essentiellement de nature mécanique et qu'elle portait sur les moyens de continuer à faire fonctionner la machinerie organique du corps humain après l'arrêt des processus naturels, il y a certains neurologues, pendant la Grande Guerre, qui vont s'évertuer à trouver une explication purement mécanique à ces soubresauts du corps. Un peu comme Herbert West pouvait le faire dans la nouvelle, certains neurologues vont tenter d'avoir une explication purement mécanique de ces soubresauts. Un neurologue nommé par exemple Oppenheim tente de démontrer que les symptômes de cette névrose traumatique sont toujours provoqués par une altération physique des centres nerveux, en élaborant une conception mécaniciste qui va utiliser des notions de chaînons, de circuits, de connexions, de conduction pour aborder la névrose traumatique dont les cas nombreux apparaissent lors de la Grande Guerre. Donc ça va être une conception très neurologique, très mécanique, en effet, pour expliquer les symptômes qui vont survenir chez les soldats atteints de névrose de guerre. Sándor Ferenczi, le disciple donc hongrois de Freud, évoque comme cause de ces tremblements, de ces tremblements qu'il appelle névrotiques, une cause non pas neurologique mais psychogène, c'est-à-dire une activation d'une contre-volonté inconsciente qui s'opposerait aux actions volontaires conscientes. Il invoque comme élément éclairant ce point le cas de malades, par exemple, que des contractions violentes empêchent d'avancer, alors qu'ils sont parfaitement capables d'accomplir la tâche beaucoup plus difficile qui consiste, elle, à reculer. Ferenczi donc, va poser le principe selon lequel le mouvement de recul qui éloigne le malade de la ligne de feu n'a pas lieu d'être troublé par une quelconque contre-volonté. Ces symptômes qui peuvent faire penser à des effondrements des états infantiles antérieurs signent la marque d'un vécu traumatique que la psychanalyse permettra de ne pas réduire à des aspects physiologiques, mécaniques, mais plutôt d'en situer une cause psychique permettant en l'occurrence de proposer un traitement. Donc Ferenczi va mentionner le caractère temporel dans le développement de la névrose traumatique. Il va dire ceci, les sujets soumis à une commotion brutale prennent le temps d'effectuer, dans les moments qui suivent le traumatisme, un certain nombre de gestes parfaitement adaptés pour assurer leur sécurité. C'est seulement une fois qu'ils sont revenus en lieu sûr que les symptômes se développent. Il y a un extrait dans L'abîme du temps de Lovecraft qui illustre ce lien entre la fuite aussi et l'inconscient. L'extrait est le suivant. Le narrateur dit cette chose-là. « C'est alors que je me relevai brusquement, fis demi-tour et rentrai en toute hâte au camp. C'était une fuite totalement inconsciente, irrationnelle, et c'est seulement en approchant de ma tente que la raison de ma fuite m'apparut et que ma mémoire me revint. » Donc on trouve en fait chez Lovecraft les mêmes éléments que les soldats atteints d'une névrose de guerre, avec cette névrose et en tout cas cet effroi qui agit à retardement sur les symptômes. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui à chaque fois parviennent à se mettre à l'abri avant que l'effroi et les symptômes névrotiques ne les rattrapent dans un second temps. Donc les personnages de Lovecraft ont toujours le temps de revenir en lieu sûr pour témoigner, écrire ou effectuer des recherches. L'effroi est premier, mais leur état ne devient critique qu'au fur et à mesure. La folie, qui leur est souvent renvoyée par le regard de l'autre, ne revient que dans un second temps, comme le temps de la névrose traumatique qui intervient toujours dans l'après-coup. Il y a toujours un aspect temporel. L'effroi qui survient, et ensuite le développement de la névrose traumatique ou de la folie chez Lovecraft qui arrive au fur et à mesure dans un second temps. En parlant d'abri sûr, un élément plus discret de la folie réside par exemple dans une absence
d'inhibition moins bruyant. Une variété plus bénigne de cette absence d'inhibition, écrit Ferenczi, est le manque de discipline, qu'on retrouve chez presque tous les sujets atteints de névrose traumatique. Le mobile primaire de la maladie, c'est le plaisir lui-même de demeurer dans le sur-abri de la situation infantile abandonnée autrefois à contre-cœur. Dans la nouvelle Le Temple, qui se déroule lors de la Première Guerre mondiale, l'équipage du sous-marin U-29 paraît atteint d'un mal étrange qui va voir tout un équipage allemand sombrer dans une forme d'indiscipline caractérisée. L'officier va progressivement perdre tout son équipage en proie à des comportements déraisonnables, après avoir coulé par le fond le bâtiment anglais SS Victory, et avoir vu ainsi tous les marins sombrer et couler. La récupération sur l'un d'eux d'un fétiche sous la forme d'une statuette d'ivoire produit une forme de folie virale dans le sous-marin. Ce fétiche semblerait ainsi condenser le traumatisme d'avoir coulé ces marins d'un bâtiment au nom éloquent de Victory, c'est-à-dire la victoire. Donc ces marins morts sous l'eau que les sous-mariniers aperçoivent par les hublots sont largement susceptibles d'engendrer un traumatisme. Chez les sous-mariniers, eux aussi au fond de l'eau, ayant fait sombrer la victoire littéralement, ce serait ainsi en miroir leur propre défaite possible, à laquelle ils auraient assisté, condensée dans ce fétiche qui rappelle que sous la mer, les hommes sont virtuellement impuissants. En plus, on connaît la thématique de Lovecraft autour de la mer, et je pense que cet élément est forcément plus saillant. Donc le fétiche va provoquer progressivement discorde et indiscipline au point de conduire à la chute du sous-marin, coulant à son tour jusqu'à une civilisation qui demeure au fond de l'abîme, là où elle s'est perdue à la surface. Le surabri, ou l'abri sûr, dont parle le psychanalyste hongrois, n'est plus assuré dans un sous-marin qui peut à la fois torpiller comme être lui-même torpillé et envoyé par le fond. La mer renvoie à une forme d'insécurité permanente et obscure, aux trésors enfouis mais mortifères, auxquels le dernier officier succombera pour trouver dans ces vestiges une réponse qui le ramène lui aussi à un temps précédent, avec l'angoisse en profondeur et une sensibilité qui s'accroîtra face aux éléments extérieurs. Parmi les symptômes souvent négligés justement des névroses traumatiques, Ferenczi va mentionner un autre élément caractéristique qu'il va nommer l'hyperesthésie. Donc l'hyperesthésie qui va concerner tous les organes, c'est-à-dire une acuité qui va être accrue de tous les organes d'essence, ainsi que les rêves d'angoisse. Il va ajouter, donc je cite, que dans ses rêves d'angoisse, le sujet revit constamment les peurs qu'il a réellement éprouvées, qui sont, selon Freud, des tentatives de guérison du malade. Il va ajouter la chose suivante: c'est par bribes que ces malades livrent à l'abréaction consciente, c'est-à-dire parviennent à nommer partiellement leur détresse, ce que font des fois les narrateurs chez Lovecraft, de tenter de nommer la part de détresse qui les atteint, lorsque leur peur insupportable, incompréhensible dans sa totalité, se retrouve par conséquent transformée en symptômes physiques. Donc là, c'est la décharge partielle de l'affect, ce qu'on appelle en psychanalyse abréaction, qui permet de liquider une part du traumatisme par la parole, tandis que l'autre part, elle, encore indicible, trouve une expression dans le corps, ce qui va former les symptômes névrotiques. Le sujet se retrouve ainsi pris entre ce qu'il parvient à formuler d'une part, du fait de la levée des résistances, et ce qui va continuer de résister et qui va demeurer donc logé dans le corps même, comme un reliquat innommable de cette guerre intime. Nous en trouvons une illustration assez explicite, encore une fois, dans Herbert West, Réanimateur. Le narrateur explique alors au sujet d'un cadavre tout juste réanimé la chose suivante. De toute évidence, les nerfs se remémoraient le dernier acte que cet homme avait accompli de son vivant, sa lutte pour essayer de se libérer de l'aéroplane qui tombait en chute libre. Donc là, en fait, l'explication fournie au mouvement physique résiduel provient dès lors clairement d'un traumatisme qui est quelque part évoqué par Lovecraft, qui vient se dire dans le corps lui-même, dans ce temps d'effroi qui est lié à la proximité d'une chute mortelle. Toujours au sujet de cette hyperesthésie des organes d'essence et des rêves d'angoisse, le narrateur de Dans l'abîme du temps décrit cette sensation de qui-vive permanent, ce qu'on appellerait maintenant l'hypervigilance dans les névroses traumatiques, une forme de perception sensorielle aiguë. Donc le narrateur décrit la chose suivante. Bien que parfaitement sain d'esprit, ou du moins l'espérais-je, ayant retrouvé l'intégralité de ma personnalité originelle, mes nerfs n'étaient plus aussi solides qu'autrefois.
j'étais sans cesse hanté par des rêves confus et des idées bizarres. Et lorsque le début de la guerre mondiale éveilla mon intérêt pour l'histoire, ce fut pour m'apercevoir que je portais un bien étrange regard sur les époques et les événements. Ma conception du temps, ma capacité à distinguer entre simultanéité et consécution, ces conséquences lointaines, semblait altérée. La guerre me laissa la curieuse sensation de me souvenir de certaines de ces conséquences lointaines, comme si j'avais su la tournure qu'elle allait prendre et pouvais la regarder rétrospectivement à la lumière d'informations à venir. Toutes ces pseudo-réminiscences, ajoute-t-il, se doublaient d'une intense souffrance et du sentiment qu'une sorte de barrière psychologique artificielle avait été dressée entre eux et moi. Donc Lovecraft décrit ainsi cette forme de perception aiguë de l'environnement, mais à la fois aussi un rapport au temps altéré, ce qu'on retrouve aussi dans les névroses traumatiques, et des rêves confus qui ne sont pas sans susciter une angoisse sourde et diffuse chez les sujets. Concernant l'hyperacousie des organes d'essence, Lovecraft en parle aussi dans L'Abîme du temps. Le narrateur y décrit les contorsions pour, dit-il, se libérer des tentacules du vent siffleur. Dans la nouvelle de l'au-delà, le personnage en proie au tourment explique à son interlocuteur la chose suivante: tes organes sensoriels actuels, à commencer par les oreilles, je pense, vont commencer à percevoir un grand nombre de sensations. Un autre exemple qui rejoint ces deux premiers est le suivant. Les bruits de la journée l'empêchent de rester dans la salle commune et nous avons dû l'installer dans la chambre de l'infirmier pour qu'il puisse dormir. Interrogé sur les raisons de sa demande, la personne a répondu textuellement: « C'est vrai que dans la salle commune, je suis très souvent réveillé en sursaut la nuit, mais dormir seul est encore pire. Dans ce grand silence, je ne peux pas m'endormir car je dois faire un effort constant d'attention pour écouter si vraiment il n'y avait aucun bruit. » Alors ce passage de Lovecraft ne vous dit absolument rien, puisqu'en fait, ce sont des notes cliniques de Ferenczi, à propos d'un soldat, justement. Et on pourrait facilement retrouver ce soldat dans une nouvelle de Lovecraft. Et donc Ferenczi décrit dans ce cas clinique dans deux types de névroses de guerre pour évoquer justement cette hyperesthésie traumatophile d'un soldat qui est commotionné par l'explosion d'un obus. Une explosion dont la caractéristique est souvent le souffle de l'explosion. Ce qui nous ramène au premier exemple que l'on citait tout à l'heure dans l'Abîme du temps, où il s'agissait de se libérer de tentacules du vent siffleur. Chez les névrosés de guerre, il y a souvent ce rapport au silence, au murmure, au chuchotement, au vent qui siffle. Et cela n'est pas sans évoquer tous les murmures et les chuchotements chers à Lovecraft, de ce qu'il chuchote notamment souvent lui-même dans le silence. Karl Abraham, qui est un psychiatre et psychanalyste allemand disciple de Freud, évoque le complexe symptomatique observé si fréquemment pendant la guerre. Donc il fait la liste suivante des symptômes, en parlant de symptômes qui demeurent familiers finalement pour les lecteurs de Lovecraft: tremblement, inquiétude, irritabilité, vulnérabilité, insomnie, céphalée, angoisse, humeur dépressive, sentiment d'insuffisance. Mais encore l'effondrement, l'abattement total, l'obsession de la mort dans certaines névroses de guerre. Donc on peut dire que ce tableau pourrait rejoindre assez aisément finalement des narrateurs chez Lovecraft. Les sujets concernés par ces symptômes présentent un point commun: ils n'ont pu se maintenir jusqu'au traumatisme que par l'illusion narcissique de leur immortalité et leur invulnérabilité. Cette croyance est brusquement entamée par les effets d'une explosion, d'une blessure, d'un autre événement de cette sorte. L'assurance narcissique cède à ce moment-là à un sentiment d'impuissance, et c'est à ce moment-là, consécutivement, que la névrose se fait jour. Cela rejoint par essence ce qui atteint les personnages des récits de Lovecraft, une assurance d'humanité au centre du monde, au centre d'un narcissisme qu'on pourrait appeler bien campé, qui se retrouve, lui, entamé, décalé, décentré par l'apparition de puissances extérieures qui relèguent leur place à son caractère mortel et infime, renvoyant chacun brutalement à son impuissance radicale. Je vais vous parler maintenant de ce que l'on pourrait nommer finalement le monolithe et l'inconscient. Il existe chez Lovecraft une propension, vous l'aurez remarqué peut-être, aux monuments éloquents. Et de ces monolithes, nous pourrions aussi en voir une autre manifestation de l'inconscient à l'œuvre, monumentale en quelque sorte. Commençons par une citation pour éclairer ce lien entre monolithe et inconscient. L'auteur y parle d'une
d'une ou plusieurs expériences oubliées qui prêtent leur énergie à certains processus associés en pensée à des événements qui se dressent dans le présent, comme des pierres tombales de souvenirs ensevelies dans les profondeurs, immobiles et inaltérables comme un monument. Donc cette phrase n'est pas sans comporter des accents qui pourraient apparaître largement Lovecraftiens, pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas finalement Lovecraftienne, mais encore une fois de Sándor Ferenczi, qui est le psychanalyste hongrois, disciple de Freud. On pourra indiquer que la fréquence des monuments formant des pierres tombales ou des monolithes de choses oubliées prend une coloration tout à fait intéressante si on la relie à cette conception du monument. Des souvenirs ensevelis dans les profondeurs, c'est ce que le psychanalyste décrit littéralement. Dans l'appel de Cthulhu, par exemple, la découverte d'un monolithe renvoie à un âge oublié de l'humanité. Et au-delà du monolithe, toutes les nouvelles rassemblées dans le recueil Les Montagnes hallucinées racontent une descente au fond d'un abîme, d'un gouffre, une descente dans les entrailles de la Terre, qui s'accompagne systématiquement aussi d'une régression dans le temps. Ce qui ne peut pas ne pas nous faire penser à ce qui est décrit des névrosés de guerre, pour lesquels les symptômes racontent aussi une forme de régression dans le temps, une régression vers un autre âge qui ouvre la voie à la fois à la porte sur un refuge possible, mais aussi inscrit comme autant de hiéroglyphes la marque d'événements passés qui ont conduit à cet ensevelissement. Relisons un instant cette inscription du psychanalyste, que je citais tout à l'heure, une ou plusieurs expériences affectives inconscientes oubliées en elles-mêmes, mais qui prêtent leur énergie à certains processus psychiques associés en pensée à ces événements qui se dressent dans le présent comme des pierres tombales de souvenirs ensevelis dans les profondeurs, immobiles et inaltérables comme un monument. Moi, je trouve que cette phrase, elle est vraiment très Lovecraftienne, et pourtant on la retrouve chez les psychanalystes qui analysent les névroses de guerre. Donc ici, le traumatisme est la conséquence d'un affect soudain qui ne peut être maîtrisé par le psychisme. Ces monolithes ou pierres ensevelies dans les profondeurs trouvent finalement dans cette inscription psychanalytique une lecture possible des hiéroglyphes Lovecraftiens, qui sont souvent illisibles, mais finalement tout ce qui est refoulé est a priori illisible dans un premier temps, c'est dans un deuxième temps qu'on arrive à relire et relier les choses. Donc on pourrait voir ces hiéroglyphes comme des inscriptions de ce qui est refoulé, mis en sommeil au plus profond, mais bien présent dès que le regard y descend. Je vais vous parler maintenant d'un autre triptyque qu'on pourra appeler de la façon suivante: la chose, la pulsion de mort et le réel. Donc je vais vous soumettre deux éléments qui, pour l'un, précèdent les réflexions de Freud sur la névrose de guerre, et pour l'autre, va en former un prolongement qui va modifier profondément la conception du psychisme. Les deux éléments rapprochent finalement, à travers les éléments de la Grande Guerre, Freud et Lovecraft. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais. Le premier, c'est un terme qu'a employé Freud dans un texte de 1895, qui s'appelle « L'esquisse d'une psychanalyse scientifique », dans lequel il emploie un terme qui pourra sembler familier au lecteur de Lovecraft. Et donc, Freud dit ceci: au commencement des processus de pensée dérivés, il y a la formation du jugement, à laquelle le moi parvient par une découverte faite dans son organisation, la coïncidence partielle entre les investissements de perception et les informations venues du corps. C'est ainsi que les complexes de perception se séparent en une partie constante, incomprise, qu'il va nommer la chose, et une partie changeante, compréhensible, la propriété de ce qu'il va nommer le mouvement de la chose. Donc la chose, pour Freud, c'est l'élément qui reste étranger au sujet dans l'expérience qu'il fait de l'autre semblable. C'est finalement l'autre absolu du sujet, quelque chose d'universel et d'originaire, qui est un secret incommensurablement véritable, dira Lacan qui est un héritier de Freud. Un secret incommensurablement véritable. C'est une définition de la chose qui pourrait finalement être quasiment une inscription de Lovecraft. Donc la chose devient ainsi une entité quasi théologique, l'énigme par excellence à laquelle le sujet est confronté. Et même si ce texte est antérieur à la Grande Guerre, il contient quelque part en germe des éléments sur ce qui échappe au principe de plaisir de l'individu et à sa capacité de discernement immédiat. La chose va être ce qui échappe en un sens à la perception. C'est un élément détaché de celle-ci qui insiste sur le principe
que la réalité ne recouvre pas intégralement le réel. Ce réel dépassant la capacité de représentation du sujet. Chez Lovecraft, cette dénomination existe aussi dans des titres comme « La chose sur le seuil », qu'on traduit souvent par « Le monstre sur le seuil », ou encore « La chose dans la clarté lunaire », et se retrouve comme terme pour nommer régulièrement ce qui ne peut l'être, au pluriel ou au singulier, pour parler de choses indicibles, comme de la chose qui ne peut être nommée autrement que par ce terme, indéfini, car dépassant littéralement la description et la représentation. Le second élément de réflexion qui peut ajouter un point de convergence entre Freud et Lovecraft à travers la Grande Guerre concerne ce qui formera, après les événements de celle-ci, une élaboration approfondie du psychisme humain par Freud. Donc, juste après la Grande Guerre, Freud, en 1920, dans un article intitulé « Au-delà du principe du plaisir », va réviser sa conception des pulsions qu'il différenciait jusqu'alors en deux catégories. La pulsion sexuelle d'un côté qui plaisait véritablement à Lovecraft, j'imagine, et la pulsion du moi d'autre part. Donc Freud va s'apercevoir, notamment avec l'étude des névroses de guerre, que la pulsion du moi est en fait un avatar de la pulsion sexuelle. C'est une pulsion sexuelle qui s'adresse au moi comme notamment objet d'amour et qui va viser à son autoconservation du moi qui se trouve affecté justement lors des traumatismes et des phénomènes de guerre. Mais Freud va se rendre néanmoins compte que son modèle doit être revu à partir des cas cliniques des névroses de guerre, où apparaissent notamment ce qu'il va repérer comme des rêves de répétition, des compulsions qui vont être assez peu conciliables avec la pulsion sexuelle. Il va dire la chose suivante. La guerre effroyable, qui vient juste de terminer son cours, a fait naître un grand nombre d'affections de névroses traumatiques et a du moins mis un terme à la violence, un terme à la tentation de les ramener à un dommage organique, ce que je disais tout à l'heure, que les neurologues finalement ne parviennent pas à expliquer la névrose traumatique, donc un dommage organique infligé au système nerveux par l'action d'une violence mécanique. Jusqu'à présent, dit-il, on n'est pas parvenu à une pleine compréhension ni des névroses de guerre, ni des névroses traumatiques de paix. Nous pouvons considérer que l'étude du rêve comme la voie la plus fiable pour explorer les processus animiques des profondeurs. Là aussi, je trouve qu'il y a des accents Lovecraftiens assez saisissants, finalement. La voie du rêve la plus fiable pour explorer les processus animiques des profondeurs. Or, la vie de rêve, ajoute-t-il, de la névrose traumatique, se caractérise en ceci qu'elle ramène sans cesse le malade à la situation de son accident, situation dont il se réveille avec un nouvel effroi. Donc ça, ce sont les mots de Freud concernant les névroses de guerre. Et Freud ici, comme Lovecraft à sa manière, va plonger dans les contrées du rêve afin de trouver ce qui demeure tapi au fond, dans les profondeurs. Ce qui l'en ramène alors est une nouvelle pulsion. Ce n'est pas rien quand même de ramener une nouvelle pulsion. Une pulsion qui vise à la répétition, à la déliaison, là où la pulsion libidinale, donc la pulsion sexuelle dont on parlait tout à l'heure, visait, elle, à l'expansion, à la mise en lien. Il va renommer donc la pulsion libidinale pulsion de vie, de façon générale, donc cette pulsion sexuelle qui va concerner aussi bien la relation à l'autre que la relation à son propre moi. Et il va nommer la seconde pulsion qu'il va retrouver donc issue des profondeurs, la pulsion de mort. Freud découvre, avec cette pulsion de mort, que les instincts humains cherchent finalement un retour à l'inorganique et que la fin vers laquelle tend toute vie est la mort. Il va dire la chose suivante, le dernier ressort de l'évolution libidinale, c'est le retour au repos des pierres. Le retour au repos des pierres. C'est comme ça qu'il formule les choses. Il ajoute qu'au-delà du principe de plaisir, c'est au-delà de la signification, au-delà de tout rationnel. Ces découvertes, donc consécutives chronologiquement à la Première Guerre, va resituer la pulsion de mort comme œuvrant dans ce qui sommeille chez chaque être humain. Donc on peut dire qu'entre la chose d'un côté et la pulsion de mort de l'autre, qui posent ensemble un réel à la fois comme inassimilable et comme faisant sans cesse retour pour mener l'homme et son monde à son extinction, comment ne pas relier et relire les récits de Lovecraft et ce qu'ils traduisent des traumatismes humains? Le traumatisme ne serait-il pas, en suivant Freud, dans sa conception de la chose, le lieu de ce qui ne peut se penser?
Donc ici, la supériorité de la conscience et une conception qui serait totalisante du psychisme va se briser sur la répétition du rêve traumatique, comme se brise peut-être sur le réel des anciens dieux Lovecraftiens la conception unifiante d'un cosmos et d'une supériorité supposée de l'homme. Il n'y aurait donc plus de cosmos uni, il n'y aurait donc plus de psychisme unifié, comme il n'y a pas d'être humain pouvant se représenter la totalité du réel, aussi bien pour le psychanalyste que pour Lovecraft. Le traumatisme semble toujours avoir une cause accidentelle, comme la Grande Guerre le fut, et pourtant elle met à jour quelque chose qui demeure inassimilable, hors du principe de plaisir, mais aussi hors du principe de réalité. Le réel, si nous suivons ce que Jacques Lacan, qui est un héritier plus contemporain de Freud, indique que voilà, ce réel, c'est là où la pensée ne va pas. Ce qui rejoint une conception assez Lovecraftienne de ce réel qui échappe, surgit et revient toujours au même endroit, auquel on ne peut échapper. Souvent, les narrateurs ont beau essayer de courir après ce qui les a effrayés, souvent, ça finit toujours par les rattraper. C'est une définition du réel, ce qui échappe et revient toujours au même endroit. Et la Grande Guerre, elle-même, a plongé les êtres humains dans ces moments de stupeur, de torpeur, face à ce réel que l'esprit ne pouvait anticiper, ramenant des profondeurs une pulsion de mort qui ne pouvait que conduire vers une sorte de folie apparente, aux symptômes déroutants pour des soldats devenant étrangers à eux-mêmes et plongeant dans une répétition de ces cauchemars angoissants. En conclusion, je vais vous proposer quelque chose qui pourrait s'appeler effroi dans la civilisation. Il y a un petit texte de Freud qui s'appelle Malaise dans la civilisation, mais je trouvais que pour rejoindre Lovecraft et Freud, on pouvait intituler cette conclusion Effroi dans la civilisation. Effroi, peur, angoisse sont souvent utilisés à tort comme des expressions synonymes. C'est ce qu'on entend souvent dans la vie courante. J'ai eu peur, je suis angoissé, je suis stressé, voilà, j'ai été effrayé. C'est ce que nous dit Freud. Et pourtant, ils se laissent bien discriminer dans leur relation au danger. L'angoisse désigne, elle, un certain état tel que l'attente du danger et donc la préparation de celui-ci, fût-il inconnu. La peur, elle, réclame un objet déterminé dont on a peur. L'effroi, pour sa part, dénomme l'état dans lequel on tombe quand on encourt un danger sans y être préparé, ce qui met l'accent sur le facteur de surprise. L'angoisse, ajoute Freud, comporte quelque chose qui protège contre l'effroi. Quelque chose qui protège contre l'effroi et qui serait donc l'angoisse. C'est ainsi que les rêves qui ramènent au vécu traumatique ne remplissent pas une fonction d'assouvissement d'un désir inconscient, comme souvent les rêves le sont, mais ramènent le rêveur à ce moment hallucinatoire où cette répétition le confronte à nouveau à l'effroi pour tenter de l'appréhender, même au prix d'une angoisse, et souvent d'un réveil brutal. Ce réveil brutal pourrait ainsi n'être que l'envers de l'effroi, là où la chose traumatique a pénétré, a assailli le sujet, celui-ci, dans son rêve, le traverserait à nouveau, l'anticiperait et se réveillerait comme une tentative d'éjection de cette chose parasite. La fonction du réveil serait alors la même que la mort ou la folie dans les récits de Lovecraft, une issue qui permettrait de quitter l'effroi soit par une sortie du cauchemar, soit par une revisite hallucinatoire de celui-ci pour tenter de s'en défendre. C'est ce que les névroses de guerre, en tout cas, auront permis d'appréhender, cette pulsion de mort née de l'effroi sur les champs de guerre. De cette fin de guerre, Lovecraft d'ailleurs en dit quelque chose dans Dagon. Il dit ceci, je songe au jour où ces créatures pourraient surgir des flots pour y entraîner dans leurs griffes nauséabondes les restes d'une humanité chétive et épuisée par la guerre, au jour où les terres sombreront et où le noir fond des océans remontera pour émerger dans un monde livré au chaos universel. Face à cette désillusion que le monde est organisé selon un cosmos bienveillant, que se passe-t-il pour le sujet finalement ? Freud, quelque part, pourrait répondre à Lovecraft dans un texte appelé « L'avenir d'une illusion », qui est un texte de 1927, où Freud écrit la chose suivante, au sujet justement de l'individu qui sera confronté à cette désillusion. Donc, il dit qu'il sera contraint de s'avouer toute sa détresse, sa petitesse dans l'ensemble de l'univers. Il ne sera plus le centre de la création, l'objet des tendres soins d'une providence, j'aime bien le mot de Freud, bénévole.
il se trouvera dans la même situation qu'un enfant qui a quitté sa chaude maison paternelle, là aussi c'est marrant cet écho Lovecraftien, pour s'aventurer dans un univers hostile. N'est-ce pas finalement ce que ces deux chercheurs, à leur façon, Lovecraft avec Freud, n'ont pas cessé de nous dire, afin peut-être de nous ramener à l'angoisse, non pour nous en prémunir, comme un remède ou une potion, mais pour la poser comme un réel incontournable, un réel et des pulsions avec lequel l'être humain, aussi civilisé soit-il, doit composer pour ne pas les nier, ce qui serait le meilleur moyen de les voir ressurgir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour cette conférence. Mais à votre avis, où est-ce que Lovecraft a trouvé la description des symptômes qu'il a écrits, qu'il a mis dans ses nouvelles? Est-ce qu'il a lu des ouvrages psychiatriques? Est-ce qu'il s'est laissé guider par son instinct, par une tradition? Il n'est pas le premier auteur à avoir décrit une évolution vers la perte de raison. On peut citer le cœur révélateur d'Edgar Poe, par exemple. Mais dans le cas de Lovecraft, à votre avis, qu'est-ce qui a pu l'amener à décrire des choses que Freud a ensuite caractérisées? Alors, c'est une question intéressante, parce qu'en effet, c'est assez troublant. Enfin, moi, en tout cas, en préparant le propos que je vous ai un peu résumé ici, j'ai trouvé assez troublant, en fait, ces points de convergence entre ce que Lovecraft décrit dans ses récits et ce que Freud, lui, pose avec ses disciples, comme les éléments qui caractérisent vraiment le traumatisme et l'effroi. Alors, je ne pense pas que Lovecraft ait lu des ouvrages de psychiatrie, mais c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que c'est là où c'est assez formidable de voir que l'artiste, qu'il soit peintre, écrivain, etc., précède le psychanalyste. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intuition assez fabuleuse de ce qu'est véritablement l'effroi, et il n'y a pas besoin pour ça, pour l'écrivain, d'aller chercher des ouvrages de psychiatrie, c'est-à-dire il le sait comme intimement, comme intuitivement, par quelque chose, je pense, qu'il a traversé aussi dans son histoire, dans son parcours. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un effroi qui est constitutif de Lovecraft et dont il peut parler à loisir en le décrivant de façon quasiment clinique, parce que lui-même, je pense, est concerné intimement par une forme d'effroi. On le décrit parfois comme phobique, on le décrit parfois comme ayant vécu des choses, justement, ayant perdu un abri sûr à quelques reprises. Et je pense que, comme certains sujets, il a pu être concerné suffisamment par cet effroi, et c'est le génie Lovecraftien de pouvoir en parler de façon quasiment clinique. Donc je pense que là, en effet, il n'y a pas besoin pour lui d'avoir lu des ouvrages de psychiatrie. Je pense que comme certains auteurs, vous citiez Poe par exemple, ont finalement ce génie intuitif de pouvoir décrire ce qui traverse l'être humain sans en passer par des ouvrages de psychiatrie. La psychiatrie arrive après, quelque part. Il est juste peut-être été au courant de ce qui se passait dans les hôpitaux anglais sur les recherches sur les chercheurs, les recherches de Mendel, ça nous intéresse sur le proto-syndrome de stress post-traumatique. Oui, voilà, il a pu avoir des informations comme ça diffuses, mais à l'époque, en plus, il y avait quand même un débat, en tout cas, sur ce que j'évoquais, sur la version très mécanique, en fait, explicative des névroses traumatiques de guerre, et la version plus psychique. Et dans un premier temps, je pense que Lovecraft a plutôt eu vent des thèses plutôt mécaniques et neurologiques du stress post-traumatique, plutôt que des thèses psychogènes. Donc, et en effet, ça on peut le lire. Quand j'ai relu Herbert West, je trouvais que là, finalement, les neurologues de l'époque pensaient exactement la même chose que Herbert West, c'est-à-dire quand il ranime les corps, c'est-à-dire comme quand les soldats de retour du front sont confiés à des médecins qui tentent de les réanimer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts, mais psychiquement ils sont morts, et que ces médecins tentent de les réanimer, ils tentent pour certains de les réanimer de façon mécanique. Un peu comme des réanimateurs. Et alors que les psychanalystes vont proposer une autre approche qui va être d'aborder le psychisme et cette part un peu plus insondable. Donc je pense qu'en effet, il a pu avoir vent de quelques comme ça thèses proto-mécaniques, mais pas au-delà. Je pense que ce qui dépasse tout ça, l'au-delà, je pense que là, c'est de la part de l'intuition de l'écrivain. Oui. Vous avez d'autres questions?
mécanique, c'est par le choc électrique? Alors quand je dis mécanique, oui, c'est au sens physiologique. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, juste avant qu'il y ait ces travaux sur les névroses traumatiques de guerre, ils viennent de découvrir pour certains neurologues toute l'importance de la moelle épinière. Hein. Et donc en effet, de ce côté électrique de l'arc réflexe, voilà. Hein. Donc ils vont tenter d'aborder ces commotions par l'arc réflexe très mécanique de la moelle épinière, de voir en effet comment tout ça peut fonctionner. Il va y avoir des tentatives d'ailleurs de remède, quelque part, de traitement par les chocs électriques, ce qui va avoir des effets. Mais ce n'est pas parce que le choc électrique a un effet que la cause est électrique. C'est-à-dire que voilà, il y a des sujets pour lesquels les causes sont psychiques et sur lesquels les traitements électriques vont avoir des effets, mais par effet, quelque part, on pourrait dire de désidération, mais pas parce que la cause elle-même était électrique. Des fois, il y a cette confusion en pensant que finalement, le traitement électrique fonctionne parce que la cause était elle-même mécanique et quelque part électrique, sauf que ça, c'est des fois un lien de causalité un peu killer, souvent. Donc, oui, j'ai répondu. Oui, oui. Une dernière question. Radio Migo et les conférences Miskatonic sont des productions de l'association Miskatonic. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à prendre votre carte de membre en vous rendant sur campusmiskatonic.fr. Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing. They could be anybody's.